Yeah, there you go. Y'all. Thank you. And I just want to say how much I appreciate Puff Daddy for doing the kinds of work that he's doing, because he doesn't have to do this. But this is part of what is important about giving back. L'affaire Sean, Diddy, Combs, magnate du hip-hop accusé de trafic sexuel, de violence et d'extorsion, dépasse le cadre d'un simple procès criminel. Elle met en lumière les zones d'ombre d'un univers où célébrités, pouvoir politique et réseaux d'influence se croisent. Des accusations explosives, relayées par des témoignages, des enregistrements saisis par le FBI et des déclarations publiques, évoquent un système présumé de débauche et de chantage impliquant plusieurs personnalités de premier plan. Certaines allégations vont jusqu'à mentionner l'ancien président Barack Obama, bien que rien à ce jour ne permette de confirmer son implication. Ce texte examine ces accusations, en s'appuyant sur des éléments factuels et en distinguant les faits établis des rumeurs conspirationnistes. À travers 4 chapitres, nous analysons les révélations du procès, les liens supposés entre Diddy et certaines figures publiques, les témoignages de son entourage, ainsi que les implications potentielles d'un système plus vaste. Nous questionnons la crédibilité des affirmations les plus sensationnelles, dans un souci de rigueur et de discernement. Le procès de Sean, Diddy, Combs, une figure emblématique du hip-hop et homme d'affaires multimillionnaire, s'est ouvert le 5 mai 2025 à la Cour fédérale de Manhattan. Dès les premières audiences, il est apparu que l'affaire dépasse de loin le cadre d'un simple litige judiciaire ou d'un scandale de célébrité. Le parquet fédéral accuse Diddy d'avoir mis en place un système structuré de trafic sexuel, de coercition psychologique, de violence physique et de chantage, avec des ramifications profondes dans les sphères du show-business, mais aussi, selon certaines allégations, bien au-delà. Selon l'acte d'accusation, Diddy aurait organisé, entre 2005 et 2023, des soirées appelées les « freak-offs » où se mêlaient drogue, sexe et pouvoir. Ces événements, qualifiés d'orgies sophistiquées et prolongées, auraient impliqué des relations sexuelles non consenties, parfois filmées à l'insu des participants, y compris sous l'effet de substances comme l'ecstasy ou le GHB. Ces vidéos auraient ensuite été utilisées comme outil de pression ou de chantage contre des célébrités, des artistes en devenir et, potentiellement, d'autres figures influentes. Lors des perquisitions menées en mars 2024 dans les résidences de Diddy à Los Angeles et Miami, le FBI a saisi un volume impressionnant de matériel compromettant, des dizaines de disques durs, des armes, diverses drogues, du matériel d'enregistrement sophistiqué, ainsi que plus de 1000 flacons d'huile pour bébé, selon les agents, utilisés lors de ces soirées à caractère sexuel. Ces saisies, bien qu'inédites par leur ampleur, ne sont qu'une pièce du puzzle mis en lumière par le témoignage de nombreuses victimes. L'un des témoignages les plus accablants provient de Cassie Ventura, chanteuse et ex-compagne de Diddy. Elle a porté plainte en novembre 2023 avant de conclure un accord financier dont les détails restent confidentiels quelques jours plus tard. Malgré ce règlement à l'amiable, son récit a joué un rôle majeur dans le déclenchement des poursuites fédérales. Cassie évoque une décennie de « terreur » durant laquelle elle aurait été violée en 2018, forcée à des relations sexuelles avec d'autres hommes, parfois filmés, et soumise à des pratiques humiliantes et destructrices. Elle décrit également un climat d'emprise psychologique, où toute tentative de rébellion se soldait par des menaces, des violences physiques ou du chantage. À ce témoignage s'ajoutent ceux d'autres victimes, certaines mineures au moment des faits. Le nombre de plaignants a progressivement augmenté pour atteindre plus de 120 personnes. Des modèles, des artistes, mais aussi des travailleurs anonymes affirment avoir été recrutés sous de faux prétextes pour participer à ces soirées, avant d'être pris dans un engrenage de manipulation, de drogue et de coercition. Plusieurs d'entre eux affirment également que les caméras étaient omniprésentes, même dans les espaces privés comme les chambres ou les salles de bain. Les procureurs ont également insisté sur la nature hiérarchique et planifiée de ce système. Diddy aurait utilisé des intermédiaires, souvent issus de son entourage professionnel, pour organiser les soirées, choisir les participants, distribuer les substances et collecter les enregistrements. L'un des rôles clés aurait été tenu par des agents de sécurité, qui filtraient l'accès aux résidences et assuraient que les victimes ne puissent ni fuir ni contacter les autorités. Ce schéma rappelle, à certains égards, les méthodes employées par Jeffrey Epstein, renforçant l'idée d'un réseau organisé au-delà d'un comportement individuel déviant. Un élément qui renforce encore la gravité de l'affaire est la mention de personnalités non nommées dans les documents judiciaires. Plusieurs témoins font allusion à la présence de célébrités ou de personnalités politiques lors des « freak-offs ». Un ancien garde du corps de Diddy a affirmé dans une interview que certaines vidéos montreraient des figures politiques connues dans des situations compromettantes. Toutefois, à ce stade, aucune de ces accusations n'a été confirmée par les procureurs, et aucun nom n'a été cité dans l'acte d'accusation officiel.
Ce flou alimente les théories les plus extrêmes, mais il est important de rappeler que la justice se fonde sur des preuves tangibles, pas sur des insinuations ou des rumeurs. Les autorités fédérales, bien qu'elles aient saisi un volume considérable de contenu numérique, n'ont pour l'instant pas communiqué sur son contenu précis. Il se pourrait que certaines informations soient jugées trop sensibles pour être rendues publiques, ou bien que les allégations les plus explosives ne reposent, in fine, que sur des déclarations invérifiables. Par ailleurs, la défense de Diddy nie en bloc toutes les accusations, évoquant une cabale orchestrée par des anciens employés mécontents, des ex-compagnes vengeresses et des rivaux dans l'industrie musicale. Les avocats de Combs insistent sur l'absence de preuves matérielles liant directement leurs clients aux violences présumées, et dénoncent une volonté de nuire à sa réputation dans un contexte de « cancel culture ». Pourtant, le caractère systématique des témoignages et leur concordance dans les détails décrits rendent l'accusation difficile à écarter d'un revers de main. Le profil public de Diddy, philanthrope, entrepreneur à succès, producteur de talent, contraste fortement avec les pratiques décrites par ses accusateurs. Si l'accusation parvient à démontrer que Combs a bel et bien utilisé son pouvoir et sa richesse pour exploiter, contrôler et réduire au silence des victimes, alors cette affaire marquera une nouvelle étape dans la lutte contre les abus systémiques dans le monde du divertissement. En attendant le verdict, prévu pour juillet 2025, la question centrale reste celle de la portée réelle du système mis en place. Était-il simplement un prédateur isolé, protégé par son statut? Ou bien l'un des maillons visibles d'un réseau plus vaste, où célébrité, influence et impunité se conjuguent pour dissimuler les pires abus? Si les éléments saisis par le FBI révèlent des noms connus ou des preuves de chantage à grande échelle, l'affaire Diddy pourrait bien devenir l'un des procès les plus retentissants du XXIe siècle. Parmi les nombreuses zones d'ombre qui entourent l'affaire Diddy, l'une des plus controversées concerne les liens supposés entre Sean Combs et Barack Obama, ancien président des États-Unis. Cette idée, d'abord relayée sur les réseaux sociaux et dans certains médias marginaux, a rapidement pris de l'ampleur, alimentée par une combinaison de témoignages flous, de rumeurs sensationnelles, et d'un contexte politique tendu où chaque scandale devient un terrain de bataille idéologique. Dès les premières révélations du procès, des publications virales sur X, anciennement Twitter, ont circulé, affirmant que Diddy possédait des vidéos compromettantes mettant en scène des personnalités politiques, dont Barack Obama. L'origine de ces rumeurs remonte à une déposition non confirmée d'un trafiquant de drogue, qui aurait été un proche de Combs et aurait prétendu, sous serment, avoir vu Obama lors d'une fête organisée par le producteur. À cette allégation s'ajoutent des détails invérifiables. Diddy aurait consommé des comprimés d'ecstasy à l'effigie d'Obama, ces pilules circulant parmi les invités comme des objets de culte ou de provocation. Ces accusations ont été relancées et amplifiées par des figures controversées de l'industrie musicale. Suge Knight, ancien patron du label Death Row Records, aujourd'hui incarcéré, a déclaré dans une interview audio de janvier 2025 que Diddy était un informateur du FBI depuis les années 2000, et que Barack Obama en aurait eu connaissance dès sa campagne présidentielle. Selon Knight, Obama aurait toléré, voire protégé, Diddy, en échange d'un soutien politique et d'un silence sur certains dossiers sensibles. Knight affirme également que Combs possédait des informations sur tout le monde, et que plusieurs figures politiques assistaient régulièrement à ses soirées privées. Bien entendu, ces propos n'ont pas été confirmés, ni par les procureurs fédéraux, ni par les instances judiciaires. À ce jour, aucune preuve directe ne permet d'établir un lien entre Obama et les activités illégales attribuées à Diddy. Les vidéos saisies par le FBI n'ont pas encore été rendues publiques, et les documents judiciaires ne mentionnent pas l'ancien président. Toutefois, l'imaginaire collectif s'en est emparé. Des photos truquées, comme celle montrant Diddy aux côtés d'Obama et de Jeffrey Epstein, ont circulé sur les réseaux sociaux. Cette image, un montage évident, a pourtant été relayée des milliers de fois, utilisée pour renforcer l'idée d'un réseau d'élite opérant en toute impunité. Certains commentateurs conservateurs ont profité de cette situation pour insinuer qu'Obama, tout comme Hillary Clinton ou Bill Gates, ferait partie d'une prétendue cabale mondiale impliquée dans des affaires de trafic humain, une théorie reprise du mouvement QAnon. En réalité, les relations entre Diddy et Barack Obama sont publiques et bien documentées. Diddy a soutenu Obama lors de ses campagnes présidentielles en 2008 et 2012, notamment à travers la campagne « Vote or Die », qui visait à mobiliser la jeunesse afro-américaine autour du vote. Ils ont été vus ensemble à plusieurs reprises lors d'événements politiques, de galas caritatifs ou de cérémonies culturelles. Il est donc établi que leurs liens sont réels, mais strictement professionnels et politiques, comme cela est souvent le cas entre artistes et hommes d'État. En 2016, Diddy avait d'ailleurs exprimé des critiques à l'encontre d'Obama, lui reprochant de ne pas avoir fait assez pour la communauté noire américaine. Cela montre que leur relation,
loin d'être complice ou secrète, a suivi les fluctuations normales de la vie publique. Rien ne suggère une proximité hors norme, encore moins une implication mutuelle dans des activités criminelles. Certains médias, notamment Fox News ou Daily Mail, ont tout de même souligné à plusieurs reprises la proximité entre Diddy et le Parti démocrate. Ces articles, bien qu'alimentant le débat, omettent souvent de rappeler que Diddy a également entretenu des relations cordiales avec Donald Trump dans les années 1990 et 2000, allant jusqu'à apparaître à ses côtés dans certains événements publics. Ces oublis illustrent une instrumentalisation politique du dossier, où chaque camp tente d'y trouver une confirmation de ses convictions idéologiques. Un exemple frappant de cette manipulation médiatique est la récupération d'une déclaration floue de Chrissy Teigen, modèle et épouse du chanteur John Legend. Lors d'un podcast en 2023, elle a évoqué une « expérience étrange » qu'elle aurait vécue lors d'un « événement Obama ». Bien que ces propos n'évoquent en rien un acte criminel, la simple association de son anecdote avec le nom d'Obama a suffi à déclencher une vague d'interprétations erronées. Des extraits tronqués de l'interview ont été montés en boucle, diffusés hors contexte pour alimenter l'idée que l'ancien président aurait été présent à des fêtes secrètes au contenu douteux. En parallèle, l'humoriste Eddie Griffin a affirmé dans une interview que Diddy ne sortirait pas vivant de prison s'il était incarcéré, insinuant qu'il détenait des informations compromettantes sur des figures puissantes. De même, l'acteur Terrence Howard a affirmé que des célébrités comme Jay-Z, LeBron James et Obama auraient assisté à des soirées chez Diddy, sans fournir de preuves. Ces témoignages, bien qu'alarmants en apparence, manquent systématiquement de corroboration factuelle. Il est difficile de faire la part entre ressentiment, opportunisme médiatique et témoignages sincères. Au fond, l'affaire révèle à quel point les accusations non fondées peuvent prospérer dans un climat de méfiance généralisée, où l'on attend des personnalités publiques qu'elles soient irréprochables, tout en se délectant de les voir tomber. L'idée selon laquelle une élite corrompue, composée d'artistes, de politiciens et de milliardaires, contrôlerait les institutions est profondément ancrée dans l'imaginaire collectif, surtout depuis les révélations autour de Jeffrey Epstein. Dans ce contexte, Diddy devient une nouvelle figure sur laquelle projeter ses fantasmes. Mais il est crucial, d'un point de vue méthodologique, de distinguer les faits des spéculations. Les preuves actuellement rendues publiques ne permettent pas d'impliquer Barack Obama dans les agissements reprochés à Diddy. Les liens entre les deux hommes sont connus, mais rien ne permet d'affirmer qu'ils dépassaient le cadre d'une relation publique et stratégique. Les hypothèses selon lesquelles Obama aurait couvert Diddy, participé à ses soirées ou bénéficié de sa protection ne reposent que sur des témoignages isolés, souvent émanant d'individus en quête de notoriété ou de règlement de compte. La prudence est d'autant plus importante que ces accusations peuvent avoir des conséquences irréparables. Elles jettent le doute sur des institutions, alimentent des discours complotistes et renforcent une polarisation déjà extrême de la société américaine. L'histoire récente a montré que la désinformation peut être aussi puissante, voire plus, que la vérité elle-même, surtout à l'ère des réseaux sociaux, où un montage photo ou une citation déformée peut déclencher un raz-de-marée médiatique. Il convient également de rappeler que la justice américaine fonctionne par étapes, et que le procès en cours se concentre sur des faits précis, des victimes identifiables et des preuves matérielles. Si d'autres figures devaient être impliquées, cela se ferait sur la base de documents officiels et d'enquêtes judiciaires, pas de suppositions. En conclusion, le chapitre des liens entre Diddy et Obama illustre les dangers d'un glissement vers la confusion entre faits et rumeurs. Il met en lumière une dynamique inquiétante où les figures publiques sont jugées sur la base de récits flous, où la vérité devient relative, et où chaque scandale alimente une boucle de soupçons sans fin. Tant que des preuves tangibles n'auront pas été produites, il faut considérer ces allégations pour ce qu'elles sont, des spéculations non fondées, dangereuses pour la vérité comme pour la démocratie. Au fil des semaines, le procès de Sean Combs a pris une tournure de plus en plus complexe, dépassant les cadres juridiques pour devenir une affaire de société. Si les preuves matérielles saisies par le FBI constituent l'ossature du dossier, ce sont les témoignages de l'entourage de Diddy qui lui ont donné une épaisseur humaine et psychologique. Ces récits dévoilent un univers de contrôle, de manipulation et d'omerta, où la peur et le silence régnaient en maître. Parmi les témoignages les plus notables figure celui d'un ancien garde du corps, qui a choisi de s'exprimer publiquement sous pseudonyme, après avoir collaboré anonymement avec le FBI. Dans un entretien accordé à un média indépendant, il décrit un quotidien sous haute surveillance, des résidences équipées de caméras cachées dans les chambres, les salles de bain, les couloirs, des enregistrements stockés dans des coffres protégés par reconnaissance biométrique, et une équipe de sécurité plus proche d'un service de renseignement privé que d'une entreprise de protection classique. Le garde du corps affirme que Diddy tenait un registre méticuleux des invités, de leurs préférences sexuelles, de leur comportement lors des soirées,
et des images qu'il possédait sur eux. Il compare cela à un système de fichage informel, utilisé pour faire pression ou obtenir des faveurs. À plusieurs reprises, il dit avoir été témoin de conversations où Diddy se vantait d'avoir de quoi enterrer plusieurs célébrités, politiciens ou producteurs de Hollywood. Un autre témoignage clé provient d'une maquilleuse professionnelle ayant travaillé sur les tournées et les clips de Diddy pendant plusieurs années. Selon elle, l'ambiance sur les tournages était malsaine, marquée par un culte du secret et une pression constante. Elle raconte avoir été témoin de jeunes femmes, souvent très jeunes, parfois désorientées, amenées dans les loges, puis reconduites sans explication. Certaines pleuraient, d'autres semblaient droguées. Elle affirme aussi avoir vu des techniciens obligés d'effacer ou de modifier des images jugées trop compromettantes. Mais c'est surtout le documentaire The Making of a Bad Boy, diffusé en janvier 2025 sur Peacock, qui a bouleversé l'opinion publique. Réalisé par un ancien proche de la famille Combs, ce projet dévoile une série de témoignages filmés, anciens amis d'enfance, collaborateurs, ex-employés. Le portrait qui se dessine est celui d'un homme charismatique mais tyrannique, capable de générosité extrême et de violence brutale. Plusieurs témoins évoquent un Diddy, habité par le contrôle, incapable d'accepter le moindre affront, et prompt à humilier, menacer ou ruiner ceux qui osaient s'opposer à lui. Le documentaire révèle notamment l'existence de règles non écrites dans l'entourage du producteur, ne jamais poser de questions, ne jamais filmer sans autorisation, et surtout, ne jamais évoquer les soirées privées en public. Ceux qui transgressaient ces règles se voyaient exclus, diffamés, ou poursuivis en justice. Certains affirment avoir reçu des menaces directes, voire avoir été victimes d'agressions ou de cambriolages dissuasifs. Un passage particulièrement troublant montre Eddie Griffin, comédien connu pour son franc-parler, expliquer devant la caméra, s'il va en prison, il ne sortira pas vivant. Il sait trop de choses. Il connaît les noms, les vidéos, les secrets. Ils ne le laisseront pas parler. Ces mots, lancés avec un mélange de gravité et de provocation, ont été massivement partagés sur les réseaux sociaux, où ils ont été interprétés comme une allusion à une conspiration d'élite visant à faire taire Diddy avant qu'il ne révèle les dessous du système. Dans la même veine, Terrence Howard, acteur oscarisé, a déclaré lors d'une interview que de nombreuses célébrités se rendaient aux fêtes de Diddy comme on va à un temple, non pas pour le plaisir, mais par obligation sociale ou professionnelle, dans une logique de compromission mutuelle. Il cite notamment Jay-Z, Beyoncé, LeBron James, Pharrell Williams et même Barack Obama, bien qu'il précise ne pas avoir été témoin direct de leur présence. Selon lui, ces fêtes étaient une manière de lier les gens à lui, en les plaçant dans des situations délicates, parfois enregistrées, parfois seulement racontées. Il cultivait le doute. Même si tu n'étais pas filmé, tu te demandais si tu l'étais. Et ce doute suffisait à te tenir tranquille. Évidemment, ces déclarations ne peuvent être considérées comme des preuves judiciaires. Elles n'ont pas été intégrées à l'acte d'accusation et ne sont accompagnées d'aucune pièce tangible. Elles relèvent d'un registre hybride, entre témoignages, dénonciations et performances médiatiques. Leur accumulation, toutefois, interroge, pourquoi autant de personnes, issues d'univers différents, décriraient-elles le même climat de peur, de contrôle et de surveillance autour d'une seule personne? D'autres célébrités ont été liées indirectement à l'affaire, parfois malgré elles. Chrissy Teigen, par exemple, a été associée au scandale à cause d'une phrase ambiguë prononcée dans un podcast. Une fois, lors d'un événement Obama, j'ai vécu une des nuits les plus bizarres de ma vie. Cette déclaration, déconnectée de toute mention de Diddy, a été extraite de son contexte et utilisée pour suggérer une implication involontaire dans des faits occultes. Aucun élément concret ne permet de relier cette anecdote à l'affaire, mais l'imaginaire collectif s'est déjà emparé de cette association. Des personnalités comme John Legend, Kanye West, ou encore 50 Cent ont également été interrogés sur leur proximité passée avec Diddy. Certains ont nié avoir participé à des soirées privées. D'autres, plus ambigus, ont reconnu des excès dans l'industrie, sans nommer qui que ce soit. Ce silence, ou cette prudence, est interprété par certains comme une forme de peur ou de loyauté forcée. Plus globalement, ces témoignages esquissent le portrait d'un système, où l'abus de pouvoir s'est banalisé sous couvert de liberté artistique, d'argent et de notoriété. Le monde de la musique, souvent idéalisé comme un espace de créativité rebelle, apparaît ici comme un terrain de jeu pour des pratiques mafieuses, où l'on échange des faveurs contre des silences, où l'on compromet pour dominer, et où la célébrité devient un outil de dissimulation. Ce qui ressort avec force, c'est le mutisme institutionnel, malgré les rumeurs persistantes, aucune maison de disques majeure, aucun grand sponsor, aucun partenaire commercial de Diddy ne s'est exprimé officiellement.
Ce silence nourrit l'idée d'une protection tacite, voire d'un système de connivence qui dépasse largement la personne de Sean Combs. Des voix s'élèvent désormais pour demander des audits, des enquêtes internes, des remises en question structurelles dans l'industrie musicale. Enfin, il est intéressant de noter que plusieurs témoignages font état d'une forme de « double vie » de Diddy, l'homme public, avenant, mentor de jeunes artistes, généreux mécène, et l'homme privé, manipulateur, violent, obsédé par le pouvoir. Cette dissociation, longtemps tolérée voire encouragée dans le monde du divertissement, est aujourd'hui remise en cause par une génération de témoins et de victimes qui refusent de rester dans l'ombre à mesure que les témoignages s'accumulent et que l'affaire Diddy prend de l'ampleur. Une question revient avec insistance, tant dans les médias que dans l'opinion publique, Sean Combs est-il un prédateur isolé ou l'élément d'un système plus vaste? Pour beaucoup, les faits évoqués ne peuvent s'expliquer uniquement par la personnalité d'un seul homme, aussi puissant soit-il. La sophistication du dispositif, la durée des agissements, le silence prolongé des institutions et l'ampleur des connexions suggèrent un réseau structuré, protégé et potentiellement institutionnalisé. Cette hypothèse prend d'autant plus de poids que l'histoire récente a été marquée par des affaires aux mécanismes similaires, Harvey Weinstein, R. Kelly, Jeffrey Epstein. Tous opéraient en pleine lumière, avec l'appui ou la complaisance de leur environnement professionnel. Tous ont bénéficié d'un silence complice de la part d'institutions, de collègues ou de partenaires économiques, trop dépendants de leur succès pour oser intervenir. Comme Diddy, ils ont su créer autour d'eux un climat de peur, de dette ou de loyauté, où la parole des victimes semblait inaudible. Dans le cas de Sean Combs, plusieurs éléments renforcent cette analogie. Les périmètres de sécurité autour de ses résidences, les dossiers classés, les vidéos saisies, les liens politiques supposés, mais surtout la longévité de son impunité, malgré des plaintes remontant aux années 1990, interrogent profondément. Comment un tel système aurait-il pu fonctionner aussi longtemps sans l'aveuglement, voire la participation, d'autres acteurs influents? Certains analystes évoquent la possibilité d'un réseau de protection informel, mêlant avocats, agents, producteurs, policiers et politiciens. Cette thèse s'appuie sur le fait que plusieurs personnes ayant tenté de parler ou de porter plainte ont rapidement été discréditées, intimidées ou financièrement neutralisées. Le cas de Cassie Ventura, qui a conclu un accord à l'amiable seulement 24 heures après avoir porté plainte, illustre bien les mécanismes de mise au silence auxquels certaines victimes sont confrontées. Des figures comme Suge Knight, lui-même acteur d'un système violent, affirment que Diddy n'était pas seulement un prédateur, mais aussi un agent de liaison entre des sphères apparemment éloignées, musique, politique, renseignement. Il avance notamment que Diddy travaillait officieusement avec des agences fédérales, ce qui lui aurait permis d'échapper à des poursuites pendant plus de 2 décennies. Ces affirmations, si elles restent invérifiables, sont reprises par des courants conspirationnistes qui voient dans l'affaire une énième preuve de l'existence d'une élite mondiale corrompue et intouchable. Les partisans de ces théories vont jusqu'à parler de « cabale satanique », un thème récurrent dans les milieux QAnon, selon lequel des célébrités, politiciens et milliardaires seraient engagés dans des rituels secrets impliquant abus sexuels, sacrifices symboliques et domination occulte. Dans cette vision, Diddy serait à la fois un maître de cérémonie et un outil sacrificiel, destiné à tomber publiquement pour mieux protéger les véritables maîtres du système. Si ces récits relèvent plus de la fiction paranoïaque que de l'enquête rigoureuse, ils soulignent néanmoins un ressentiment réel, celui d'une population persuadée que la justice ne s'applique pas de la même façon aux puissants. Dans ce contexte, Diddy devient le symbole d'une impunité systémique, où argent, notoriété et connexion valent davantage que vérité ou justice. Mais au-delà des fantasmes, des faits objectifs viennent accréditer l'idée de complicité à plusieurs niveaux. Les perquisitions du FBI ont permis de saisir plusieurs téraoctets de données numériques, contenant potentiellement des années d'enregistrements audio et vidéo. Selon certaines sources judiciaires, ces fichiers incluraient des scènes compromettantes impliquant d'autres célébrités, sans que des noms soient pour l'instant rendus publics. Le contenu est en cours d'analyse, mais il pourrait mettre à jour des pratiques normalisées dans l'industrie du divertissement, comme l'utilisation de la drogue pour manipuler, les abus sexuels présentés comme monnaie d'échange, ou l'usage de la vidéo comme outil de contrôle. Un détail a particulièrement attiré l'attention des enquêteurs, l'existence supposée d'un passage souterrain reliant la résidence de Diddy à une villa voisine appartenant à une société écran, utilisée, selon un témoignage anonyme, comme « chambre noire » pour les enregistrements non consentis. Si cette information n'est pas encore confirmée, elle évoque une nouvelle fois des structures quasi clandestines, échappant aux règles habituelles de la vie publique. Dès lors, certains observateurs s'interrogent, Diddy est-il un bouc émissaire? La question mérite d'être posée. Il est possible que, face à l'ampleur du scandale,
le système cherche à désigner un responsable unique, à canaliser la colère collective vers une seule figure, pour mieux préserver l'ensemble. Un mécanisme classique, déjà observé dans d'autres affaires de corruption ou d'abus systémiques. Cela n'exonère en rien Didi de ses actes, s'ils sont avérés, mais cela rappelle que le monstre visible n'est pas toujours le plus dangereux. En parallèle, d'anciens collaborateurs de Didi affirment que d'autres artistes de haut niveau auraient adopté les mêmes pratiques, parfois en collaboration, parfois en concurrence. Les noms de producteurs, de managers, voire de directeurs de festivals sont évoqués. Là encore, aucun élément formel ne permet de confirmer ces rumeurs, mais leur répétition, dans des cercles différents, alimente la suspicion d'un écosystème toxique, où les abus ne sont pas des accidents mais des stratégies de pouvoir. Enfin, reste la question du silence des institutions. Pourquoi les labels, les plateformes de streaming, les maisons de disques, les sponsors, ne réagissent-ils pas? La réponse pourrait tenir en un mot, complicité. Qu'elle soit active ou passive, elle traduit une tolérance culturelle pour des pratiques longtemps vues comme normales dans un univers dominé par le profit, le culte de la personnalité, et l'absence de régulation réelle. L'affaire Sean, Diddy, Combs dépasse de loin les frontières d'un simple procès judiciaire. Elle s'inscrit dans une époque où les scandales touchant les élites culturelles et politiques sont scrutés à la loupe, amplifiés par les réseaux sociaux, et parfois déformés jusqu'à devenir des récits à mi-chemin entre vérité, rumeurs et complots. Si certaines accusations contre Diddy sont documentées, précises et corroborées par des preuves matérielles, d'autres relèvent d'un imaginaire collectif nourri par la méfiance, la frustration et la quête de boucs émissaires. Il est indéniable que Diddy fait face à des accusations extrêmement graves, trafic sexuel, violence physique, enregistrements illégaux, coercition. Ces faits, soutenus par les témoignages de plusieurs victimes, dont celui poignant de Cassie Ventura, sont aujourd'hui traités par la justice américaine avec un sérieux croissant. Les perquisitions, les saisies massives de données numériques et la mise en place d'une procédure fédérale attestent de la gravité du dossier et du changement d'attitude des autorités face à l'impunité des célébrités. Cependant, les accusations les plus sensationnelles, notamment celles liant Diddy à des figures comme Barack Obama, Hillary Clinton ou LeBron James, ne reposent à ce jour sur aucune preuve tangible. Elles s'appuient sur des témoignages indirects, souvent non vérifiés, voire sur des manipulations médiatiques ou des montages photographiques. Ces récits, aussi spectaculaires soient-ils, relèvent davantage de la spéculation que de l'investigation. Leur prolifération, alimentée par des mouvements conspirationnistes comme QAnon, nuit à la clarté du débat public et détourne l'attention des véritables victimes. Le cas Diddy est donc à la fois emblématique et déroutant. Il symbolise l'effondrement d'une icône culturelle, mais aussi la montée d'une époque où tout fait avéré côtoie sa caricature, où la justice se rend dans les tribunaux mais aussi sur les fils de discussion et les plateformes sociales. Il pose des questions cruciales, jusqu'où va le pouvoir des élites dans les industries culturelles? Comment l'omerta s'installe-t-elle? Et surtout, quelles limites faut-il poser entre enquête rigoureuse et emballement médiatique? En fin de compte, l'enjeu est double. Il s'agit, d'une part, de rendre justice aux victimes réelles d'un système de domination fondé sur la peur et la manipulation. Et, d'autre part, de préserver la crédibilité de la parole publique en refusant de sombrer dans la confusion entre faits et fantasmes. Car si tout est suspecté, plus rien n'est prouvé, et si tout le monde est coupable, plus personne ne rend de compte. L'affaire Diddy, toujours en cours, peut encore révéler des vérités importantes à condition que l'on garde le cap de la rigueur, de l'écoute et du discernement.